Voilà, on introduit avec Benoît, donc du cabinet Cormier, Badin, Police, mais Benoît va se présenter tout de suite, ces nouveaux rendez-vous qu'on a intitulés les Vendredis du droit. C'est parti d'où? C'est parti d'un constat simple, c'est qu'on était confronté à un certain nombre de situations répétitives dans nos établissements, même si on a un système qualité, et qu'on s'est dit à un moment donné qu'il fallait probablement recréer les conditions d'un partage, une sensibilisation nouvelle sous l'angle de la responsabilité et du droit. Alors, 30 minutes, c'est évidemment court pour évoquer de manière exhaustive un sujet aussi grave qu'une erreur d'administration pouvant amener au décès d'un résident. Néanmoins, c'est l'enjeu que relève aujourd'hui Benoît, et j'ai toute confiance pour qu'il mène ça avec succès. Après, il y a un fil de questions, donc vous pouvez les poser. On est deux, Charles, Victor et moi, on prendra en compte les questions. Si on n'a pas le temps d'y répondre après, on verra pour y répondre par écrit. Et puis aussi, c'est un collectif, on a les adresses mail, donc c'est aussi fait pour échanger des procédures, des conseils, enfin des choses. Faites vivre cela. On s'est donné, Benoît et nous, 6 mois pour mettre ce rendez-vous en place. On verra bien. Pour l'instant, on était assez ravis d'avoir 40 inscriptions. Nous verrons ce que ça donne. Voilà, je ne suis pas plus bavard. Benoît, merci d'être là et merci d'animer ce premier webinaire des Vendredis du droit. Donc en tout cas, nous on est ravis. Le cabinet, bon, je vais peut-être pas me présenter. Enfin, je suis donc juriste. J'ai une casquette universitaire à Paris, à Paris 2, à SAS, où je dirige un master sur les sujets sanitaires, sociaux, médico-sociaux. Et le cabinet est un cabinet qui a un portefeuille de clients, énormément d'acteurs, même quasi essentiellement que des acteurs du domaine sanitaire, social, médico-social. Alors, comme il a été dit, bon, c'est notre premier rendez-vous. On va voir comment on peut s'équilibrer, enfin trouver un point d'équilibre, parce que chaque thématique, et en tout cas cette première-là, évidemment résonne avec beaucoup d'enjeux. Et puis, il y a pas mal de choses à dire. En plus, c'est le premier sur le terrain de la responsabilité. Donc, on a structuré un document qui est large diffusion, hein, il y a aucun problème. On l'a transmis, en tout cas à la Ligue Havraise, et qui fait suivre ensuite, où on a essayé de positionner les principaux pour débuter tout ça. Hein. C'est pas vraiment des formations, quoi. C'est plutôt un webinaire. On fait une présentation de notre point de vue dans le temps qui nous est imparti, et puis ensuite on échange, et comme Michel l'a indiqué, on voit où est-ce que ça nous amène dans un format du coup court, qui permettent ces différents échanges, j'espère, nourris. Alors, la première thématique, c'est sans plus trop tarder, puisque le temps m'est compté, et à nous tous, administration médicamenteuse sous l'angle de la responsabilité, hein, bien sûr. Michel l'a implicitement indiqué aussi tout à l'heure. Hein. Il y a évidemment d'autres enjeux, et qui sont liés avec les questions juridiques, autour de la qualité notamment. Mais là, on a essayé d'avoir quelque chose à la fois qui touche évidemment à l'administration des médicaments, dans le secteur médico-social en particulier, et puis également, comme c'est la première thématique, une sorte de remise en place des principaux éléments qui encadrent les différents régimes de responsabilité. Vous avez, on a dès le titre commencé à mettre un pluriel, parce qu'en fait, il y a plusieurs responsabilités possibles. Alors, pour traiter de la question, un petit mot. Alors, il y a des choses connues, je pense, hein, sur le début. Je vais aller un peu plus vite, on pourrait y revenir s'il y a nécessité. Non, pour l'administration des traitements médicamenteux, il y a des professionnels qui sont dont la compétence est reconnue par les textes. On va y revenir. Il y a des dérogations pour le secteur social, médico-social, enfin médico-social en particulier, sanitaire aussi, mais c'est peut-être moins un enjeu. On y reviendra le cas échéant. Un mot sur la définition qui est aussi prévue par les textes de l'erreur médicamenteuse, où on retrouve les cas d'erreur en matière d'administration. Quelques points donc sur la responsabilité, les responsabilités encourues, et les éléments qui nous paraissent un peu clés à retenir sur le sujet. Alors, pour les professionnels compétents, bon, alors ça, vous le savez, hein, normalement, acte de soins, administration de médicaments en particulier, mais pas seulement, c'est réservé aux professionnels de santé, en particulier aux médecins. L'article qu'on vous signale là du Code de la santé publique, c'est tout bonnement l'exercice illégal de la médecine. Ce qui veut dire que sans dérogation, et il y en a pour nous hein, dans les textes, sans dérogation en tout cas du législateur ou de tel autre texte,
qui permettrait à des catégories professionnelles qui ne seraient pas, en fond, soignants, donc, juridiquement, au fond, les professionnels de santé, c'est ceux qui sont régis par la partie 4 du Code de la santé publique, c'est-à-dire tous les textes qui commencent en 4000 quelque chose. Et donc, il y a un premier risque, évidemment, bon, qui n'est pas vraiment encouru ici, parce qu'il y a pas mal de dérogations, on y reviendra, sur l'exercice illégal de la médecine, qui est une infraction. Alors, je le disais, il y a un aménagement, en particulier pour le secteur médico-social, et dans un autre article du Code de la santé publique, en particulier pour ce qui concerne la profession d'infirmier, et c'est ce qu'on vous remet là. Il y a une possibilité pour l'infirmier, l'infirmière, lorsque on accomplit les actes de manière pluridisciplinaire et en particulier dans le cadre d'un établissement, de les assurer en collaboration avec d'autres. Évidemment, ceux qui sont le plus, mais on en échangera, vous direz, j'imagine, les expériences des uns et des autres, mais en particulier en collaboration avec des aides-soignants, des auxiliaires. On a ajouté aussi, on va le surligner en gras, les accompagnements éducatifs et sociaux également, qui, sous la responsabilité de la famille, et là, attention, ce n'est pas une délégation de responsabilité, hein, ça reste de la responsabilité du personnel infirmier, peuvent l'aider à accomplir ces tâches. Et dans un cadre, mais qui est peut-être un peu moins, mais sur lequel je vais revenir plus particulièrement pour le secteur social et médico-social, il y a aussi l'hypothèse dans laquelle il peut y avoir une aide à ce titre pour, et en particulier pour les aides-soignants, pour les actes de soins courants de la vie quotidienne dans un certain nombre de conditions. Et pour ce qui est du secteur social médico-social, et en particulier pour les établissements et services, on a un article particulier du Code de l'action sociale et des familles qu'on vous a remis là. Alors oui, d'ailleurs, ça me permet de, je ne l'ai pas introduit tout à l'heure, évidemment, ça nous sert un peu de base de discussion. Je vais peut-être un peu vite pour tenir le timing, mais c'est également, puisque c'est à destination des participants à chaque fois, enfin, ça a vocation, c'est comme ça qu'on l'a traité, on verra au fil de nos échanges si on continue sous ce format, mais que ça puisse servir un peu de point de repère, quoi, que vous ayez toujours sous le coude, ou en tout cas dans une sorte de bibliothèque à constituer de ces différentes thématiques, ou en tout cas à date, vous avez un certain nombre de textes et de précisions. Alors, soins courants de la vie quotidienne, le texte est connu, hein, donc lorsque les personnes ne disposent pas d'une autonomie suffisante pour prendre seules leur traitement, eh bien, on peut évidemment, enfin, le fait d'administrer le traitement, et en particulier un médicament, constitue un mode enfin, peut être assuré, donc, comme le texte le dit, par des personnes chargées de l'aide aux actes à la vie courante. Et à ce moment-là, dès lors que la nature de médicament le permet, ce qui n'est pas toujours le cas, loin s'en faut, le mode de prise en charge ne présente pas de difficultés particulières ni d'apprentissage particulier. À ce moment-là, il y a la question de libellé de la prescription médicale, et c'est un vrai sujet parce que ce n'est pas toujours forcément acquis, et qui permet de distinguer donc si tel ou tel geste, tel ou tel acte relève ou pas d'un acte de la vie courante. En tout cas, dans ce cadre-là, si la prescription l'assure, si on est bien dans un cadre SMS et autres, vous le voyez, c'est peut-être un peu trop vite sur le premier alinéa, l'aide à la prise de ce traitement constitue une modalité d'accompagnement de la personne. Donc, à ce titre, peut être ouverte à d'autres catégories de professionnels. On vous a remis la définition du médicament dans les textes, je n'y reviens pas, c'est un sujet qui nous intéresse peut-être plus le droit pharmaceutique que nous ici. En revanche, il y a une définition de l'erreur médicamenteuse, et alors là, ça nous amène progressivement au-delà du cadre dans lequel tout ça se réalise, à la question de la responsabilité ou des responsabilités. Alors, vous le voyez, c'est une erreur. D'emblée, le code dit, c'est dans le code de la santé publique, non intentionnelle, et ça, il faut bien en avoir conscience, peut-être pour ceux qui seraient possiblement les plus éloignés des questions de mise en œuvre des responsabilités au plan juridique. Évidemment, naturellement, j'allais dire a fortiori, elle peut être encourue s'il y a une intention de nuire, mais assez régulièrement dans nos secteurs, honnêtement, même ça peut arriver, hein, mais honnêtement, c'est plutôt dans le cadre non intentionnel qu'on se situe, et pour autant, il y a erreur, il y a faute, et donc possiblement,
engagement de la responsabilité, donc vous voyez, d'un professionnel, d'un patient, d'un tiers, notamment lors de la prescription, de la dispensation ou de l'administration, on y est, d'un médicament. Je me suis permis, j'ai difficilement trouvé un diagramme un peu plus récent, mais bon, on vous a mis celui-là. Je ne suis pas sûr que de toute façon, dans les proportions, on soit si éloigné que ça. C'est l'Agence du médicament, comme vous le savez, qui a changé le nom X fois. Donc voilà, 2009-2010, on voit bien hein, que dans tout le circuit du médicament, prescription et autres, là où il y a le plus grand nombre d'erreurs potentielles statistiquement parlant, très largement, c'est l'erreur d'administration qui est la plus répandue. Alors, le circuit de médicaments, j'y reviens pas, mais il fallait poser un peu les choses dans le cadre du document. On vous l'a remis, prescription, dispensation ou délivrance, et l'administration, au moment où le patient, le résident, la personne plus largement, reçoit le traitement. Alors, un petit point d'attention, là, premier gros point de vigilance sans doute, qui est assez connu aussi, mais malgré tout, j'y insiste, c'est que l'administration médicamenteuse, c'est pas simplement évidemment que c'est sous couvert de prescription médicale, mais c'est pas simplement l'exécution de cette prescription. Très souvent dans les affaires qui peuvent aboutir à des condamnations, je donnerai un exemple ou deux, eh bien, ce qui est vérifié, c'est que les professionnels, alors chacun selon ses missions, ses compétences, son diplôme, évidemment, son positionnement dans l'organisation, il y a tout un ensemble de, comme on dit en droit, de faisceaux d'indices, mais qui tiennent aux faits de la réalisation de chaque cas, hein. Eh bien, on regarde si le professionnel a bien agi conformément à des considérations, évidemment, qui peuvent être sanitaro, éthiques, et pour ce qui est en tout cas de l'administration médicamenteuse, et en cohérence avec l'ensemble. Il y a cette idée, c'est ce qu'on vous a mis entre guillemets, un peu de dernier rempart hein, pour le professionnel qui administre in fine le médicament. Et alors, c'était dans le cadre du secteur public, mais c'est largement transposable dans le secteur privé, qu'il soit lucratif ou non lucratif. C'est une condamnation, mais parmi X autres, hein, de la PHP en 2010, qu'on vous a mis à titre d'exemple, où c'est un aide-soignant et une auxiliaire de puéricultrice à l'époque qui distribuait les médicaments aux patients et qui, donc, on l'a vu, le texte tout à l'heure, collabore aux tâches de l'infirmière dans ce cadre-là, mais demeure responsable à son niveau d'une erreur possible, erreur d'inattention par exemple, c'est assez courant, dans l'administration du médicament. Et donc, tout un chacun à sa place est susceptible de voir sa responsabilité engagée. Sur les grands principes, justement, de l'engagement de la responsabilité des professionnels. Bon, il y a un triptyque très connu en droit, et ça, où que vous soyez, au fond, c'est toujours les règles générales qui vont s'appliquer. En gros, sauf exception, il peut y en avoir, mais ici, c'est moins le cas, on est responsable quand on est professionnel en cas de faute. Et donc, il faut, et ça date hein, du droit romain, évidemment, réacclimaté à notre époque contemporaine, mais il faut que la faute ait entraîné un dommage. Et donc, c'est ces trois éléments, toujours, que si par exemple on est au pénal, un procureur ou un juge d'instruction va essayer de rechercher, ou une partie civile sur des aspects plus indemnitaires, établir la faute du professionnel, d'une part. D'autre part, évidemment, le dommage, la matérialité d'un dommage, et un lien de causalité, et on vous a bien souligné, qui doit être direct et certain, hein, ce n'est pas juste une sorte de correspondance possible, c'est un lien de causalité direct et certain, évidemment en défense, côté professionnel, côté institution, côté organisme gestionnaire. C'est là-dessus aussi, j'allais dire, sur le plan judiciaire qu'il faut se bagarrer, en essayant d'indiquer, par exemple, que le lien de causalité n'est pas si direct ou n'est pas si certain. Alors là-dessus, je vous ai remis quelques prescriptions très générales. Responsabilité civile, juste pour la distinguer, pour celles et ceux, et notamment de toutes les responsabilités un peu plus punitives hein, ou répressives, c'est-à-dire la responsabilité civile. La responsabilité civile, c'est lorsque la victime ou assez souvent dans les problèmes d'erreur d'administration de médicaments, ses ayants droit en réalité, parce que si jamais elle est décédée, viennent chercher ce qu'on appelle les dommages-intérêts. Donc une indemnisation
auprès des professionnels. Et donc, vous avez différentes choses là. La dernière, c'est issu de la fameuse loi Kouchner, qui peut trouver à s'appliquer ici, puisque vous savez que c'est pas seulement dans les établissements de santé, hein, je vous ai remis ces organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins. Donc là, on y est bien. Et puis, je me suis permis aussi de préciser un vieil article du Code civil qui indique qu'en matière indemnitaire, en réalité, ce que la victime ou sa famille, ses proches vont chercher à obtenir en termes d'indemnisation, ils vont toujours le faire par le biais de cet article, les maîtres et commettants, auprès de l'organisme gestionnaire qui lui-même pourra prendre, le cas échéant, si la faute est reconnue de son personnel, des formes de sanctions, au regard du droit du travail, mais ça sera son assurance, en réalité, qui va être mise en cause. Sur le plan pénal, l'action est différente et tout est cumulable, évidemment, c'est pour ça qu'on a mis un S un peu partout. Le pénal, c'est au contraire la recherche de la sanction de l'auteur d'une infraction. On va donner un exemple tout de suite. Et donc là, la responsabilité est personnelle. Et donc, on ne distingue plus organisationnel, etc. Tout le monde, au stade où il se trouve de l'organisation, peut être concerné, évidemment. Celui ou celle qui a commis l'erreur d'administration d'un médicament, mais celui ou celle qui n'aurait pas vérifié, qui aurait la bonne compréhension, par exemple, le bon stockage du médicament, le bon étiquetage, etc., dans les piluliers et autres. Et puis peut-être même au plus haut niveau, la direction de l'établissement, par exemple, parce que assez régulièrement, ce type d'erreur se produit, en tout cas c'est pas rare, dans les cas de pression RH importante et donc manque de personnel, on est un peu moins vigilant. Bon. Responsabilité disciplinaire le cas échéant pour tous ceux qui répondent d'un code de déontologie avec une sanction, là encore, auprès de l'ordre professionnel concerné. Je passe plus vite. Un point, je ne détaille pas parce que déjà le temps passe trop vite. Sur le plan pénal, ce sont là ce que je vous ai mis, les textes généraux qui permettent en règle générale d'engager la responsabilité sur le plan pénal, et je vais donner un exemple, des professionnels. Il s'agit d'infractions justement non intentionnelles, et c'est là où on parle, très souvent mobilisé dans notre secteur, de faute d'imprudence, de faute de négligence. Et donc là, qui peut être concerné? Je crois que je vous ai fait une petite infographie aussi que j'ai trouvée sur Internet, et bon, qui vaut ce qu'elle vaut, mais elle est plus sanitaire que socialo-médico-sociale, mais c'est largement transposable, on y reviendra. Dans le premier cas, la causalité directe, ce qu'on appelle la causalité directe, c'est-à-dire les cas dans lesquels où le professionnel est vraiment en prise avec la personne, et c'est ceux qui sont, disons, en première ligne de la prise en charge et qui commettent par imprudence, négligence ou l'acte qui cause le dommage. La causalité indirecte permet de toucher toujours sur le plan pénal et donc en condamnation pénale ceux qui ne sont pas forcément en prise en charge directe avec la personne, mais qui organisent le service, qui organisent l'établissement, et qui, donc, vous le voyez, c'est ceux qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont contribué à créer la situation qui a permis la réalisation de ce dommage, ou qui n'ont pas pris les mesures qui auraient permis de l'éviter. Et donc, eux aussi peuvent voir leur responsabilité pénale recherchée par un juge d'instruction, par exemple. Donc voilà la petite infographie qui vaut ce qu'elle vaut, mais bon, il y a ceux qui sont un peu au cœur de cible et ceux qui sont un peu autour. Quelques exemples, on a mis deux pour finir, pour montrer que ça existe et que ça se retrouve évidemment dans la vie judiciaire. Le premier, la Cour d'appel de Rennes, bon, je passe sur les faits, là j'ai plutôt le temps, mais au fond, c'est pour vous dire qu'effectivement, tout ce qu'on dit là, la question de responsabilité, en règle générale, ça fait un peu peur, mais il faut que tout soit déterminé, prouvé, et là, c'était la poursuite d'un professionnel, et même de plusieurs d'ailleurs, mais faute d'autopsie notamment, il n'y a pas eu assez d'éléments matériels pour engager sa responsabilité. En revanche, un arrêt plus récent de l'année dernière, de la Cour d'appel de Nîmes, matière correctionnelle, hein, pour homicide involontaire, donc décès de la personne, évidemment, c'était dans un EHPAD, hein, donc décès du résident, et la Cour juge l'aide-soignante qui avait administré le traitement
coupable d'homicide involontaire. C'était en 2010, c'est un appel, hein, donc il a fallu le temps de toute la procédure. Pourquoi? Elle avait inversé, c'est ce qu'on vous met, la distribution de médicaments de 2 patientes. L'une d'elles, du coup, était morte. Pourquoi? Parce qu'elle avait inversé, en fait, les plateaux repas au moment du dîner. Et il y en avait une qui était vraiment avec des psychotropes très, très forts, et donc ça a entraîné sa mort. Alors, ce qui s'était passé dans les faits, c'était que l'employeur de la personne l'avait sanctionné, mais seulement d'un avertissement. C'était vraiment exactement ce qu'on disait tout à l'heure, un contexte de manque de personnel, un peu de surmenage, et donc l'erreur qui s'est produite. En revanche, si on s'est trouvé devant les juridictions, c'est que le fils de la résidente, lui, s'était constitué partie civile et donc avait déposé une plainte auprès du procureur. Alors, condamnation, mais avec dispense de peine. C'est sur ce type de sujet, en règle générale, les parquets sont assez attentifs à ça. Ils n'avaient pas requis beaucoup et finalement, on avait dispensé de peine. Mais naturellement, je ne sais pas si ça nourrira nos échanges, mais en règle générale, avec les professionnels, c'est assez souvent le cas. C'est-à-dire que c'était en 2010, l'appel définitif, c'est 2022. En plus, enfin, ne serait-ce que les considérations humaines, même de s'être trompé, d'avoir causé la mort de quelqu'un, éthique, enfin, autant vous dire que l'aide-soignante en question, dispensée de peine ou non, le fait d'avoir subi toute cette procédure d'une part, et malgré tout d'avoir été reconnu coupable d'autre part, puisqu'effectivement son erreur a entraîné la mort, c'est quelque chose, mais comme beaucoup d'autres qui sont passés par là, dont il lui est, je crois, d'après ce que je sais, encore difficile de se relever. Alors, du coup, bon, pour finir sur ces vraiment points très, très, très généraux, point à retenir, le professionnel à l'origine de l'administration peut être reconnu responsable sur différents plans. Que ça soit pénal, on vient de voir, homicide involontaire par exemple, que ça soit indemnitaire pour, après le volet pénal, être allé rechercher des dommages et intérêts. Peu importe que l'erreur ait pour origine la prescription de la délivrance par la pharmacie ou l'administration, chacun, encore une fois, au stade où il se trouve, doit être en responsabilité de ce point de vue, qui est évidemment très, très important. Et troisième point qui nous paraissait là aussi important de souligner, si ce n'était pas clair, c'est évidemment, enfin évidemment, c'est peut-être pas très évident, mais l'absence d'intention malveillante, et si elle y est, évidemment, c'est un fait aggravant, mais l'absence d'éléments intentionnels n'empêche pas l'engagement de la responsabilité. Bon, on vous a remis quelques outils bien connus sur notamment la règle des 5B, le circuit du médicament et autres, le fait que dans les derniers documents d'évaluation des ESMS, évidemment, tout ça se retrouve. Voilà, pour petit passage déjà un peu long sur les temps de passage, Michel, mais... Non, parfait, Benoît. Parfait. Est-ce Et donc, que... Alors, merci beaucoup pour cette présentation synthétique. Là, c'est le moins qu'on puisse dire, mais néanmoins précise. Et je le dirais, moi, en tant que gestionnaire, très sensibilisante. Je vous laisse préparer vos questions. Moi, j'en ai une. Tu as fait état que les ayants droit, et on l'a vu dans le cas que tu as cité, c'est le fils de la défunte qui a déposé plainte. Est-ce que nous sommes censés déclarer à l'Agence régionale de santé en tant qu'événement indésirable grave, c'est fait? Est-ce que l'ARS, comment je dirais, informe le parquet, ou l'ARS pourrait se saisir elle-même d'un événement indésirable grave et déposer une plainte? Est-ce que tu as déjà été confronté à ça? Est-ce que juridiquement, il y a un fondement à cette question? alors, non, alors oui, le fait de le signaler comme VG, enfin, événement indésirable grave, ça, c'est certain, du moment qu'il y a décès et qu'a priori, l'erreur d'administration en est à l'origine. Donc ça, oui. Pour ce qui est de ce qu'en fait l'agence, normalement ces déclarations, c'est fait après pour monter niveau HAS notamment et autres. Donc, mais en revanche,
alors j'ai jamais vu une ARS se constituer elle-même, mais saisir le procureur de la République peut-être, sans doute, puisqu'elle est informée si jamais aucune action a été menée en ce sens. En tout cas, c'est une option qu'elle a, hein. Tout fonctionnaire, c'est l'article 40 du Code de procédure pénale qui est au courant, mis au courant d'une manière ou d'une autre, d'une infraction, a le devoir de saisir le parquet. Et j'allais dire, a fortiori, quand il y a décès. En revanche, pour les agences, comme pour l'ensemble des autres tutelles, moi, et c'est quelque chose que j'ai pas eu le temps d'aborder, évidemment, parce qu'on est allé très vite, mais je dirais qu'on est dans un contexte, niveau surtout secteur médico-social, où il y a des sortes de... Enfin, c'est un peu comme ça que je le sens. Alors, ça concerne en partie notre sujet, pas seulement, mais on est dans un moment, me semble-t-il, des secousses post-affaire Orpea notamment, mais d'autres affaires aussi, où finalement, côté État en particulier, ce qui en ressort, mais auprès de certains conseils départementaux aussi, on le sait, c'est que, à travers toute cette affaire qui concernait quand même les EHPAD, mais tout le monde est un peu éclaboussé, à tort ou à raison. Et côté tutelle, il y a quand même l'idée que finalement, les contrôles, les inspections sont pas assez réguliers, sont pas assez fréquents. Et comme on le sait, il y a un programme de contrôle de l'ensemble des EHPAD sur 2, 3 ans. Il y a à peu près la même chose en protection de l'enfance. Moi, je ne serais pas étonné qu'aujourd'hui, quand même, et c'est les échos que j'ai d'ailleurs de l'École des hautes études en santé publique, qui remobilise beaucoup de programmation de formation pour des inspecteurs, des inspectrices, mais toute autre catégorie professionnelle qui serait susceptible de, et voilà, d'avoir un contrôle derrière sur site de l'établissement, ou au moins sur pièce. Aujourd'hui, j'en serais moins surpris qu'il y a 2 ans, quoi. Hmm. Je Et vous en d'ailleurs, prie. à chaque fois qu'il y a des contrôles de ce type, pour ce que nous, on a pu avoir, alors il y a eu beaucoup d'EHPAD, évidemment, ces derniers temps, très souvent, le sujet circuit du médicament est vraiment aux premières loges de l'inspection. Qui souhaite poser une question? Je vous en prie. J'espère qu'on a assommé personne avec autant de... Oui, d'informations, peut-être. Bon, en tout cas, moi, c'est ce que, enfin, je ne me rendais pas compte là des niveaux d'information des uns et des autres, mais effectivement, comme on le disait, un peu, c'est des sujets un peu sur celui-là en particulier, mais d'autres, matière de responsabilité un peu anxiogène, d'autant que c'est un des éléments sur cette première séance qu'on voulait mettre en exergue, quoi. D'autant qu'en réalité, il peut y en avoir plusieurs. C'est le volet pénal, le volet indemnitaire, le volet disciplinaire. Mais en revanche, c'est quand même, il me semble qu'au vu du nombre d'erreurs, notamment en matière d'administration de médicaments, il n'y a pas un nombre équivalent ou qui serait vraiment corrélé sur le plan proportionnel d'instructions judiciaires qui sont menées sur ces Hmm. faits-là, même si, encore une fois, ça existe, hein. Hmm. Ça existe et ça a été montré dans l'exemple de la cour d'appel de Nîmes, c'est dramatique. Oui. C'est-à-dire quand on est au cœur de cette action, là c'est 12 ans, hein, si je me souviens bien, entre le fait et Et le là, alors, c'était juge. pas le Ouais. premier jugement, ça c'était cour d'appel. Du coup, Ah il y oui. avait déjà eu une première, mais oui, oui, c'est très long. Bah, ça, c'est les lenteurs de la justice elle-même. Mais dans cette affaire, je me souviens, nous, on n'y était pas dedans, mais le procureur de la République, comme assez souvent, ça aussi, il faut en tenir compte. Je crois même il avait dit que c'est des faits qui mettent mal à l'aise, y compris le procureur de la République, quoi, y compris le parquet. Et il avait requis, je crois, 3 mois d'emprisonnement. Ça, c'est de la correctionnelle quand même, hein, donc il y a de l'emprisonnement possible, et avec sursis. Bon, au total, elle n'a pas eu de peine du tout, mais reconnue coupable malgré tout, hein. Alors, Euh, juste alors, peut-être aussi, je ne sais pas s'il y a des médecins qui sont présents là lors de cette visio, mais ce qu'on a observé ici chez nous aussi en regardant un peu les événements indésirables, c'est que quelquefois ça dysfonctionne partout.
Donc, on a, dans notre association, nous avons un système qualité avec des procédures signées par les médecins, signées, ben voilà. Et pour autant, on a des difficultés à faire respecter ces procédures par le médecin, par les infirmières, par celles et ceux qui sont chargés au titre de la vie courante à l'administration des traitements. Et bref, ça dysfonctionne de partout. Et c'est là où on est un petit peu démuni. Quelqu'un signalait qu'il y avait plein d'outils à disposition. Oui, je crois qu'il y a effectivement Ah plein oui, d'outils mis à disposition. Mais la vraie difficulté, c'est cette prise de conscience de la responsabilité de la chaîne de tous les acteurs, y compris, ça commence des fois chez le pharmacien d'ailleurs, puisque je suppose que comme nous, beaucoup externalisent quelquefois la préparation des traitements et qu'il faut déjà quelquefois refaire un contrôle à l'arrivée parce qu'il y a déjà des erreurs de préparation d'ordonnance, de prescription. oui, oui, complètement. La pratique, c'est un peu ce que je voulais dire à travers le fait qu'il y a pas, au vu des difficultés de la pratique, parce que je pense qu'il n'y a pas du tout que la Ligue à Brest qui est dans ce cas-là, finalement, bon, le nombre d'erreurs, et sur le nombre d'erreurs, le nombre de poursuites judiciaires qu'il pourrait y avoir est pas si élevé que ça, même si c'est notamment les statistiques des assureurs qui en témoignent, qui montrent que finalement, notamment sur le plan pénal, c'est pas forcément ce qui les occupe le plus, mais je rajoute ce que je disais tout à l'heure quand même. C'est-à-dire qu'il suffit d'une fois pour les professionnels concernés. Si vraiment il y a une constitution de partie civile, notamment la famille des victimes, de toute façon, le procureur sera tenu d'instruire ou de faire instruire par un juge d'instruction. Et donc, les enjeux sont assez grands, même si pour mille raisons, et notamment peut-être les difficultés de recrutement, surtout en ce moment de personnel et autres, font que, naturellement, la pratique, et j'abonde aussi, évidemment, on a donné quelques-uns bien connus, mais il y en a beaucoup d'autres, notamment côté agence du médicament, côté haute autorité et autres, qui permettent, normalement, d'y voir un peu plus clair sur Dans le bon le... fonctionnement du circuit. Après, ça ne veut pas dire que ça soit forcément appliqué. Non. Justement, on a une question dans le fil de conversation. Quelle est la place des procédures dans la répartition des responsabilités? La place des procédures justement d'organisation du circuit du médicament, Oui, j'imagine. voilà, Ouais, quand une ouais. organisation a des procédures et qu'elles Ouais. sont conformes aux recommandations, quelle est la place de... Absolument. Oui, oui, bah, très bonne question. Alors, et ça fait le lien avec ce que tu disais, Michel, sur le fait que bah, à tout prendre, si on peut les appliquer, c'est mieux. Mais c'est la détermination de la faute. C'est-à-dire que dans ces trois éléments qu'il faut déterminer, faute entraînant un préjudice réparable avec ce lien de causalité au milieu, celui ou celle qui arrive à démontrer qu'en réalité, toutes les procédures applicables à tel mode d'administration, ou en fait, de manière plus générale, quel que soit le fait générateur du dommage, eh ben, que toutes ces procédures ont été appliquées au moment dit, en l'espèce, à peu près à tous les niveaux. Si on a, et d'où la question de la traçabilité aussi, parce que quand on dit démontrer, c'est parce on réussit à le tracer, eh ben forcément, ça permettra normalement, si justement tout est bien démontré, de dédouaner le professionnel de sa responsabilité en indiquant que il est arrivé ce qui est arrivé, mais lui, il n'est pas fautif. C'est en ce sens que c'est très important. Puisque là, sur tous ces sujets, on n'est pas dans des hypothèses de responsabilité sans faute. Pour d'autres, ça peut arriver, hein. Par exemple, tout s'est bien passé au niveau de la posologie, de tout ce qu'on veut, mais affection iatrogène, bon, l'effet du médicament a fait que... Donc là, ça serait une responsabilité sans faute, mais du coup, les professionnels sont moins concernés. Mais non, le respect des procédures, des process plus généralement, ça détermine ce qu'on appelle la bonne pratique. Hmm. Et ça, le juge en tient compte, hein, bien sûr. Et dans une situation où une procédure existe, les professionnels en général l'appliquent, mais tu as cité, et tu as raison, parce que je crois qu'on est nombreux dans ce cas-là, pénurie de personnel, difficulté de recrutement, et donc pour des circonstances exceptionnelles, la procédure n'est plus respectée, une faute est commise. Quelle va être l'appréciation du juge? La procédure, elle Alors, existe, elle n'est pas respectée, mais elle existe. ouais.
Oui, oui, ah ben alors oui, c'est une question qui revient souvent. Mm. Là, je serais nettement moins affirmatif, hein, parce que, alors peut-être juste, c'est ce que je disais tout à l'heure, les parquets, les procureurs, en particulier au plan pénal, enfin, considèrent que ces faits-là, ils les traitent de manière un peu différente parce qu'ils connaissent les difficultés des structures. Il n'en demeure pas moins qu'ils poursuivent malgré tout. Et surtout au plan indemnitaire, cette fois-ci, donc c'est-à-dire la suite du procès pénal en règle générale, où on vient, alors là, entre assureurs souvent, s'occuper de la question des dommages-intérêts auxquels pourrait donner lieu l'affaire. Là, en revanche, ils sont moins, ils ont dit, bah, vous avez des difficultés de recrutement, il y a des pénuries de personnel, ils en tiendront peut-être compte, mais c'est pas ça qui permettra, ou pour le dire en droit, je m'excuse du jargon, c'est pas une cause d'exonération de la responsabilité. Mais ils peuvent en tenir compte, peut-être pour moduler la part de dommages-intérêts, par exemple. Mais il faut que ça soit bien avéré, hein. Ça ne peut pas juste être, là encore, un élément de discours. D'ailleurs, c'est la difficulté de ces procédures-là, c'est tout doit être avéré, prouvé, attesté d'une manière ou d'une autre. Non, c'est pour ça que pour moi, évidemment, c'est un sujet organisationnel, de gestion, de qualité de la prise en charge, etc. Cette tension RH, tout ce qu'on voit ici ou là sur le plan j'allais dire, du débat public ou du débat professionnel. Mais il y a des conséquences, me semble-t-il, en termes de responsabilité qui sont non moins sérieuses. Est-ce que on peut imaginer que dans une association, un établissement, on ait un rejet de la responsabilité de la présidente sur s'il y a un ou une directrice générale, qui va la rejeter sur le ou la directrice, qui pourrait la rejeter sur le ou la infirmière, etc. Est-ce C'est pas rare que... dans ces affaires, hein. Ah d'accord, ok. C'est-à-dire qu'au moment où, notamment, alors ça là, pour le coup, c'est moins sur le plan indemnitaire que surtout sur le plan pénal, Pénal, oui, c'est où ça. justement tout le monde a sa responsabilité personnelle dans la position qui est la sienne. Et assez régulièrement, la stratégie des avocats de la défense, c'est plutôt d'indiquer à ses clients que ben, s'il était possible de refaire basculer l'ensemble enfin, ouvrir le parapluie, quoi, en quelque sorte, hein, l'ensemble de la responsabilité vers ses subordonnés ou vers d'autres catégories professionnelles impliquées dans le dossier, c'est une stratégie très, très classique et qui est parfois suivie. Qui est parfois suivie. Le mieux est qu'il n'y ait pas d'erreur de distribution de trucs. Voilà. Ça, pour les médicaments, ça vaut même pour le reste, hein. On aura C'est d'autres clair. sujets, mais enfin, nous, c'est pas que c'est la meilleure stratégie, mais bon. Alors, je vois qu'il y Alors, a une. oui, il y a encore une question avant qu'on se quitte. Doit-on formaliser quand il y a un transfert de responsabilité, quand par exemple le médicament est donné par une personne en dehors de nos organisations ah oui, quand on prépare le traitement dans Oui. l'établissement, mais que le résident sort et qu'il y a une... Oui, Alors, de mémoire, je pense pas que, justement, par tous les outils, au niveau de tous les outils dont on parlait tout à l'heure, mais certains doivent les connaître peut-être sur le bout des doigts mieux que moi, mais il me semble pas que la formalisation à ce niveau-là soit forcément obligatoire. En revanche, moi, je la recommanderais pour les mêmes raisons que tout à l'heure, de traçabilité, d'éléments, j'allais dire, au cas où, qui seraient susceptibles d'être mobilisés. d'accord. Eh bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Personne n'a ouvert son micro. Ah, Une audit interne sur cette procédure, vous voulez dire des organismes qui le proposeraient, c'est ça? j'imagine que c'est ça la question, oui. Là, il y a le Euh, Médite, hein, ici en oui, Normandie, oui. oui, oui, il y en a. Ça a été dit plus haut dans le fil de Ah, conversation. Il y a d'accord. des outils et on peut également, si je ne me trompe pas, se faire accompagner par le Médite pour auditer son système euh, de distribution des traitements et des médicaments. Ouais, il y a d'autres cabinets de conseil, hein, je crois qu'ils le font aussi, mais oui, oui, tout à fait. Et dans la nouvelle procédure d'évaluation, là, je ne sais pas ce que ça donnera, mais.
de On vous manière dira plus ça. générale. On commence, en ce qui nous concerne, on commence au mois d'avril, donc on pourra partager ça lors d'un des vendredis du droit. Oui. Une grille accessible pour réaliser ces audits. Ah ben voilà. D'accord, ouais, c'est la réponse. Très bien. Nous arrivons au temps imparti pour ce premier rendez-vous des vendredis du droit. S'il n'y a plus de questions, on va se saluer. On se donne rendez-vous le 17 mars. On refera la même procédure pour vous permettre de nous rejoindre. Nous n'avons pas encore défini le sujet, mais ils sont nombreux. Voilà, la vie affective, l'accompagnement à la prostitution, la surveillance, la gestion de l'argent, etc., etc. Donc, on va vous donner le sujet très rapidement. On est en train juste de regarder ce qui semble le plus urgent et le plus important pour les collègues. Voilà, Benoît, je te remercie beaucoup. J'ai été Merci à ravi, tous. merci, à bientôt. Donc, Et rendez-vous le puis, 17 mars. ils peuvent poser des questions par écrit, je pense, c'est ce que tu disais. Hein. Bien sûr, on récupérera ça et on va vous envoyer aussi le PowerPoint qui a été diffusé ce jour. Bon appétit à tous, bon week-end, merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir.